Bonjour à vous, chers téléspectateurs fidèles de Gabon Première, et bienvenue à votre émission Orateur Bantou. Ici, nos invités nous aident à comprendre les sujets de la palabre traditionnelle chez les Bantous. La question du jour, pourquoi préserver nos us et coutumes? Et cette question, nous la débattons avec M. Magama Mbadinga Alphonse. Bonjour Monsieur Alphonse Magama Mbadinga. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Voilà. Je rappelle que notre orateur bantou revient de la province de la Nyanga, et précisément à Douassou, n'est-ce pas? Oui, dans le département de la Douini, à Mouabi. Voilà, merci Monsieur Magama Mbadinga. Une question importante, préserver nos us et coutumes. Pourquoi? On entend souvent les Bantous dire « préservons nos us et coutumes ». N'est-ce pas un slogan mal placé, Monsieur Magama Mbadinga? Merci. Avec la grâce de Dieu, on va essayer de débattre. Je ne pense pas, parce que c'est la fierté, je pense que c'est la fierté d'appartenir et d'entretenir une parcelle du patrimoine de chez nous. Et c'est aussi une possibilité de faire en sorte qu'il y ait un développement, que ce soit un développement endogène. N'oubliez pas que la coutume, c'est la source du droit et qui, un peu partout dans le monde entier, qui organise tout un corps, qui est le corps judiciaire. Mais à bien regarder, M. Magama Mbadinga, à bien regarder, pensez-vous que les Bantous sont conscients de la perdition de leur culture, de leurs us et coutumes? Lorsqu'on s'interroge déjà, c'est déjà une réponse. Parce que ce que vous dites, si vous vous questionnez déjà, c'est que quelque part, la réponse commence déjà à avoir lieu. Oui, effectivement. Mais finalement, comment s'organisent les Bantous pour préserver donc leurs us et coutumes d'une manière pratique? D'abord, c'est l'éducation. L'éducation de base. Oui. Ça se passe entre le père, l'enfant, l'oncle et l'enfant transmettent les connaissances de nos us et coutumes à qui de droit? À son enfant, le plus souvent. Comme on le dit chez nous, l'enfant se cache chez le père ou chez le grand-père. Parce que l'oncle ne peut pas tout vous donner. Mais c'est le père qui est capable de vous transmettre toute la connaissance de nos us et coutumes. Ne pensez-vous pas qu'il y a quand même des pratiques à rejeter et celles qu'il faut préserver? Oui, je sais qu'il y a des pratiques qu'on peut repousser. Je prends l'exemple de la sorcellerie. Oui. Je prends l'exemple du vampire. En ce moment, il y a l'éducation sexuelle qui était très organisée dans des familles qui aujourd'hui reste une situation difficile à gérer. Ça, on peut proscrire, on peut le proscrire. Mais qu'à cela ne tienne, rien ne fait en sorte que on oublie ce que nous appelons la tradition. La tradition, parce que, comme je vous ai dit, tout, comme disait Lavoisier, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Et tout se crée, et tout se transforme, je veux dire. Voilà. Merci, M. Magama. Vous avez cité tout à l'heure le mot sorcellerie. Lorsqu'on fait des recherches, pensez-vous que dans la sorcellerie, chez les Bantous, il n'y a rien de positif? Bon, je ne peux pas m'exercer dans ce jeu parce que si tu ne connais pas, tu ne peux pas t'aventurer à imaginer tout ce qui se passe là-bas. Mais le mot sorcier déjà, ou sorcellerie, je pense que c'est un mot qui fait déjà peur. Quand ça fait peur, c'est que c'est déjà un danger. Et quand il y a un danger, ça devient dangereux lorsque c'est pratiqué. Oui, c'est vrai, parce qu'en préparant notre émission, certains nous disaient que la sorcellerie, chez certains patriarches, avait des effets bénéfiques pour des familles bantoues. On en reparlera peut-être lors d'une prochaine émission, mais qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Oui, mais vous savez, le mot sorcier voit déjà le négatif. Mais il y a des, je n'ai pas envie de dire des sorciers protecteurs, mais il y a des sages, des patriarches qui étaient des protecteurs, mais qui utilisaient d'autres techniques sur le plan de la gestion de nos us et coutumes
qui protégeait et de la famille et même du village. Parce que je vous ai dit que je reviens du sud. Au sud, par exemple, avant des travaux champêtres, il y avait parfois des rites, il y avait parfois on appelle ça comment, de soirées récréatives qu'on appelait des ngwezé, donc des cérémonies pour pouvoir organiser bien les travaux champêtres. Et personne ne pouvait avoir du mal pendant le débroussage, pendant l'abattage. Ça, c'est ce qu'on peut appeler la protection. Mais est-ce qu'on peut ranger ça du côté de la sorcellerie? Je ne sais pas. Là, je ne peux pas imaginer que c'est du côté de la sorcellerie. Si c'est du côté de la sorcellerie, donc c'est du bon côté. Parce que je sais, en ce moment, dans mon village, il y a quelqu'un qui a plus de 100 ans. Hein, Jean-Paul Ngimbi, parce qu'il a respecté nos us et coutumes. Et jusqu'aujourd'hui, il est là-dedans et il nous conseille de suivre de temps en temps ces rites et cultures, ces rites et nos us et coutumes. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Monsieur Maramamadi, c'est très intéressant ce que vous dites. Mais aujourd'hui, lorsque vous parlez de transmission de nos us et coutumes aux enfants, mais aujourd'hui, le constat devient un peu renversé. Ce sont les enfants qui influencent plus les parents au lieu que ce soit les parents qui influencent les enfants. Oh, ça dépend des circonstances. Vous savez, c'est vrai que pour le moment, c'est l'argent qui joue un mauvais jeu. Quand vous avez un aîné dans la famille et que c'est le Benjamin qui a plus d'argent, la famille imagine que c'est lui désormais le patron de la famille. Donc il y a le manque du respect. Le manque de respect de la hiérarchie n'existe plus. Mais ce que je sais, cette transmission que je vous disais tout à l'heure, doit se prévaloir, doit de temps en temps ramener même aux plus jeunes que le grand reste le grand. Parce que chez nous on dit, lorsque le patriarche est absent, mais il n'est pas absent, il est présent puisque ses enfants sont là. Voilà. Oui, mais parlons de transmission toujours, ou de l'influence. Aujourd'hui, on voit par exemple, pour être plus pratique, parlons pas des langues locales, les langues maternelles. On constate que les parents ne sont pas assez conservateurs et négligent presque tout. Au point que même on trouve des parents qui ne parlent même pas leur langue maternelle. Bon, c'est pas qu'on trouve les parents qui ne parlent pas. De les transmettre. Oui, sauf que ces gens-là, je disais tout à l'heure, ça dépend des circonstances, ça dépend du lieu. Oui. Il y a l'influence du modernisme. Oui. Or qu'à un certain moment, les gens acceptaient le terroir. Ils acceptaient d'aller faire le bain de langue. Ils acceptaient d'aller passer, c'est ce que j'appelle, ils acceptaient d'aller passer leurs vacances chez soi, avec son épouse ou avec ses enfants. Pendant ce temps, il y avait des échanges entre le patriarche ou entre le père ou entre les villageois et les enfants ou entre les sages et ce jeune ou cette jeune dame qui est venue passer les vacances chez soi. La transmission se fait cela. Pendant ce temps, effectivement, il y a le modernisme, parce qu'il ne faut pas se leurrer. On pense tout le temps dans des bureaux feutrés. Mais à quel moment réellement apprendre la langue? Vous avez 8 heures de travail. Et quand vous rentrez à la maison, parfois vous n'avez plus le temps de discuter avec vos enfants. Donc ce déplacement vers l'intérieur faisait en sorte que les uns fassent ce que j'appelle le bain des langues. Et c'est pendant ce temps-là qu'on pourrait transmettre la connaissance aux jeunes enfants et même au niveau de nos âges, même au niveau des adultes. Si vous vous dites que je ne peux pas aller au village et que vous ignorez vos terroirs, en principe, vous perdez tout. Vous perdez tout parce que vous ne vous reconnaîtrez plus. Quand vous serez en face des autres qui maîtrisent leur tradition, leurs us et coutumes, et vous n'aurez rien, et vous n'aurez que vos yeux, et voire même votre bouche sentira amère, parce que vous n'avez pas voulu, pendant le temps où vous étiez libre, de se rapprocher de votre parent ou de votre village pour pouvoir s'acquérir et acquérir la connaissance traditionnelle. Monsieur Marangambading, c'est bien ce que vous dites. C'est vrai, vous avez eu le privilège d'être élevé au village avec vos parents, vous parlez la langue maternelle, la langue locale. Mais aujourd'hui, si vous êtes fan, votre femme est fan.
à la maison, les enfants devaient facilement parler la langue fang. Mais oui, vous savez, l'expérience... C'est pas forcément aller au village, monsieur. Oui, l'expérience a démontré que... Vous êtes pour nous, votre femme est pour nous. Les enfants devaient parler pour nous. Oui, l'expérience... Si vous rentrez tard, je suis d'accord. passez 8 heures au travail. Je suis d'accord avec vous. Oui. L'expérience a montré qu'un enfant peut apprendre 3 à 6 langues. Oui. Mais il y a la méconnaissance. Il y a on appelle ça le contour de la modernité. Les gens pensent que tout ce qui est bon, c'est ce qui vient de l'extérieur. Et les gens imaginent que si je parle ma langue, je vais peut-être l'hérésie des autres. Or, c'est une erreur fondamentale. Mais si ma femme est fang, effectivement, elle parle fang avec mes enfants. Moi-même, je suis pour nous, je parle pour nous avec mes enfants. Il n'y a rien de secret. Au contraire, ce sont les enfants qui gagnent. Et personnellement, je gagne parce que je veux parler fang. Et ma femme va gagner parce qu'elle va parler pour nous. C'est le melting pot. Monsieur Maman Mbading, une jeune dame qui se prénomme Simone m'a dit de vous poser cette question. Dites à poser cette question à monsieur Maman Mbading. Parlez nos langues locales, vous êtes pour nous, parlez-le pour nous. Au XXIe siècle, qu'est-ce que ça nous apporte? Ben, vous savez, c'est déjà une protection, parlez-le pour nous, c'est déjà une protection au niveau du cosmos. Si vous ne savez pas, ce n'est pas seulement le Pounou. Il y a le Kota, il y a le Nzebi, il y a le Bako, il y a le Bamba, il y a le Teke. C'est que vous êtes déjà soutenu dans le cosmos lorsque vous maîtrisez votre langue. Si vous ne maîtrisez pas les termes langagiers de chez vous, c'est que vous êtes un élément perdu. Vous êtes un élément perdu. Quelqu'un disait, hein, ça se dit un peu partout, la culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Or, votre langue, c'est vous. Si vous ignorez ça, c'est que vous êtes perdu totalement. Ce n'est pas parce que vous allez parler la langue de Shakespeare, vous allez parler l'anglais, vous allez parler je ne sais pas moi, le français, que vous allez penser que vous êtes vous. Malheureusement, vous êtes acculturé. Mais on veut savoir qu'est-ce que ça apporte au XXIe siècle, au temps de la grande modernisation. Oui, c'est ce que je vous dis. Au temps de la grande modernisation, c'est que lorsque tu te présentes devant un autre qui n'est pas de chez toi, et lorsqu'il t'écoute t'exprimer en langue, ça te donne un tonus, ça te donne un bonus, ça te donne un courage. Or que lorsque lui, il parle sa langue, et toi tu n'arrives pas, logiquement tu es un peu gêné. Mais tu n'as rien à apporter à l'autre, parce qu'il faut transmettre ce que tu connais. Il faut échanger. Il faut échanger. Nous sommes à l'heure de la mondialisation. L'autre t'amène une partie, mais toi tu amènes une partie, ce sont des échanges. Mais qu'est-ce que tu échanges avec l'autre? Tu as appris ce que le blanc t'a appris, mais ce que tu connais chez toi. Il y a des gens qui sont à Libreville qui ne connaissent même pas Kango. Est-ce que c'est normal? Non seulement ils ne connaissent pas Kango, mais ils ne connaissent pas leur langue. Est-ce que c'est normal? Mais c'est gênant. Même si vous êtes au-delà, vous êtes un cadre supérieur, si vous ne maîtrisez pas votre langue, je suis gêné, excusez-moi, ce n'est pas normal. Faites le maximum de faire un petit détour au retour aux sources. Oui, monsieur Magamambani, je m'adresse à un parent. Vous les parents, déjà, beaucoup ne maîtrisent pas leur langue. Qu'est-ce qui démontre que vous préservez au moins vos us et coutumes? C'est quand même un point important dans vos habitudes bantoues. Vous savez, ce n'est pas forcément tous les parents, même dans les villages. Oui. C'est la langue, oui, mais ce n'est pas tous les parents qui maîtrisent les contours et les pourtours d'une langue. Oui. Il y a des gens qui parlent la langue tout simplement, c'est ce qu'on appelle, il y a le Pounou soutenu et il y a le Pounou un peu délié. Hein? Si tu vois, chez nous, lorsque quelqu'un de Moabi parle, ou quelqu'un de Chibanga parle, ou de Ndende parle, tu as le son, et parfois, tu écoutes, mais tu n'entends pas exactement où tu entends, mais tu n'écoutes pas bien ce qu'elle dit. Non, ce n'est pas forcément une erreur. Vaut mieux tard que jamais. C'est mieux de reprendre de nouveau, apprendre sa langue auprès de ceux qui la maîtrisent. Parce que c'est quelque chose que tu es dans l'obligation, dans le devoir de transmettre aux siens. Monsieur Magamambani, toujours dans la préservation, hein, et on voit parfois les Bantous dire « réapproprions-nous nos us et coutumes ». Mais c'est vous-même qui vous laissez vos pratiques. Parlons un peu de la médecine traditionnelle. Les Bantous sont incapables de préserver leur médecine traditionnelle. Quel commentaire vous faites de cet aspect? Ben vous savez, du côté de la médecine traditionnelle, oui. C'est comme... il y a bien des choses très courantes et très simples, oui, qui peuvent vous soulager, mais oui, que vous rejetez. Je suis d'accord, on ne rejette pas.
on ne rejette pas. Mais C'est tout simplement comme orateur, comme médecin, il y a des généralistes, il y a des gens qui n'ont pas la maîtrise en soi. La connaissance, ça se transmet de père en fils, ou d'oncle en neveu, ou de mère à fille. Mais si tu n'as pas reçu cette possibilité de maîtriser l'herbe ou le bois de la forêt pour pouvoir soigner telle ou telle maladie, mon frère, même si quelqu'un te dit que cette herbe peut soigner telle maladie, et tu peux tenter, mais ça ne passera pas. Il y a un don en soi. Chacun de nous a un don pour telle ou telle situation. Or, ce n'est pas dans toutes les familles où on trouve des guérisseurs. Ce n'est pas dans toutes les familles où on trouve les orateurs. Ce n'est pas dans toutes les familles qu'on trouve les meilleurs chanteurs ou les meilleurs danseurs. Tout dépend du don et de la transmission de chaque famille. J'ai envie de dire de chaque tribu même. partons sur un autre aspect, l'abandon des villages. Alors que c'est à ces moments, dans ces lieux où on fait les pièges, on fait la chasse. Finalement, les parents aujourd'hui abandonnent ces milieux. Comment faire pour préserver cette façon de faire, ces objets d'art qu'on rencontre au village? Tout à l'heure, tu disais qu'il y a des choses qu'on peut négliger ou qu'on peut arrêter. Tout dépend maintenant de l'âge. Parce que le modernisme nous occupe à 80%. Les 20% qui restent, effectivement, ce sont ceux qui sont au village. Parce que les pièges... Mais votre objectif, c'est de préserver Oui, mais on peut, habitudes. oui, on peut préserver les habitudes. Oui. Mais le fusil moderne est venu presque tout changer. Donc, vous êtes pessimiste sur la préservation de vos us et coutumes? Plus ou moins, pas totalement, mais plus ou moins. Plus ou moins, parce que le modernisme nous accapare. Faire les pièges, je pense qu'il faut passer au moins une semaine avant d'imaginer recevoir un gibier. Or, lorsque tu as le fusil, tu as ta cartouche, lorsque tu rentres en forêt, c'est sûr qu'en revenant, tu peux avoir un gibier. Donc, tout change. Monsieur Magama Mbading, quelqu'un me disait, aimer nos us et coutumes, en sorte les Bantous, aimer nos us et coutumes, c'est aimer la misère et refuser le progrès. Je pense que c'est une erreur quand même. C'est une erreur très grave. Parce que si je me réfère même à la connaissance biblique, Osée 4.6 dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Mon peuple périt faute de connaissances, pas faute de diplôme, faute de connaissances. La connaissance du chez-soi. Quand tu me poses ce genre de questions, je voudrais me référer encore à la Bible. Exode 20, 12 dit qu'il faut respecter son père et sa mère pour vivre longtemps. Tout s'explique à l'intérieur. Or, c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps. C'est un thème très vaste, on pourrait en débattre pour toute une journée. Et dans le même sens, quelqu'un d'autre disait, chez les Bantous, il y a trop de pratiques dégradantes et sans importance. Par exemple, chez les Bantous, l'homme est exempté de faire la cuisine. Il y a des pratiques dégradantes, oui, j'en connais, mais je ne pense pas parce que ce n'est pas dégradant de faire la cuisine. La majorité des chefs qu'on appelle les vrais cuisiniers dans tout le monde entier, ce sont les hommes. Non, que un homme bantou est exempté de faire la cuisine, c'est la femme qui doit faire la cuisine. Non, c'est ce que j'ai dit, c'est une erreur. C'est une erreur. L'homme peut faire la cuisine. La femme, c'est son devoir. En principe, elle est la matrice, elle doit mieux faire la cuisine. Et dans le même sens, les Bantous, dans leurs habitudes, disent qu'il y a des animaux que les femmes ne devraient pas manger. Je pense que c'est une erreur quand même de la part de plusieurs personnes. Et j'ai entendu ça un peu partout. Les gens doivent se rappeler que lorsqu'on faisait les déplacements, avant d'être sédentarisé, il y avait des déplacements. Lorsqu'on faisait les déplacements, il y avait de nouveaux produits, je veux dire de nouveaux fruits qu'on trouvait aux alentours. Oui. Et pour les tests, il fallait que ce soit les hommes qui devaient commencer à les consommer. Parce que la femme est sensible et la femme, c'est la femme qui procrée et qui multiplie le monde. Donc si la femme mange et que c'est nocif, mais on perd une femme, on garde un homme, on n'aura pas la multiplication du foyer. Or si c'est un homme qui mange, la femme pourra avoir un autre homme pour pouvoir procréer. Une autre habitude, une pratique dénoncée par certains observateurs, parmi les pratiques dégradantes,
une femme ne mangerait pas à table avec l'homme. La femme mangerait à la cuisine. C'est très simple, hein. Ça c'est très simple. Lorsque, d'abord on ne connaissait pas les tables. Hein. Nous c'était au sol, on amène, on dépose au sol. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que 80% on est dans le morérisme. Donc on mange à table ou avec son épouse ou avec des invités qui arrivent. Donc ça ne gêne pas. Mais dans les normes, la femme mange à la cuisine avec ses enfants. Mais aujourd'hui, tout est modélisé. Elle amène, vous savez, il y a des cuisines, aux États-Unis par exemple, tout se passe à la cuisine. Hein. La salle à manger se passe à la cuisine. La table est à la cuisine, vous rentrez tous, vous mangez à la cuisine, et quand vous sortez, tout reste à la cuisine. Or, du côté de la France, et même, puisque c'est le modèle qu'on a choisi, la table est au salon. On vient servir au salon, on mange au salon, mais manger à table avec son épouse, ce n'est pas, c'est pas aberrant. Au contraire, c'est le modernisme qui gagne. Chez les Bantous, la femme doit manger à quel endroit? Non, chez les Bantous, la femme, c'est à la cuisine. L'homme, c'est, on appelle ça comment? C'est dans le manja, avec son enfant homme ou avec ses invités. Voilà, c'est ce qui se passait avant. Mais tout a changé. Je vous dis, au fur et à mesure qu'on avance, il y a, je vous ai rappelé que Lavoisier a dit, tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, M. Mambaning, citez-nous quelques pratiques importantes qu'il faut conserver à tout prix dans les us et coutumes bantous. D'abord le mariage. Oui. Le mariage, c'est le socle de la cellule dans toutes les sociétés. L'organisation du mariage, donc le mariage coutumier par exemple, non? Le mariage en général, oui. Le mariage entre l'homme et la femme. Oui. Il y a le partage, la générosité. Il y a le respect en soi, le respect des interdits, le respect de l'autre, le respect dans son étymologie, dans son terme étymologique. Vraiment, c'est le respect, parce que le respect même de l'autorité et de l'autorité, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les administrations, mais il y avait des personnes qui étaient nantis de l'autorité, ça peut être l'autorité parentale. Donc c'est le respect. Je dis s'il y a quelque chose, c'est le respect en général, c'est le respect. Merci M. Marambadiga. Pour terminer, nous vous invitons à nous faire un résumé dans votre langue locale de ce sujet. Ce qui est souvent difficile, c'est de transmettre littéralement ce que je sais chez moi. Mais je vais essayer. Vous allez m'excuser, je vais essayer. Diab no lubu te ul diabu le diab ne kulubu. Taina u kondu mbangu u ya kondu swem. Tamba che ubingi ta u makondu mbangu makondu swem machemulu. U machemulu. Kabo me ba mingo bo supuela abibinu baina masiga ma matsintsingula bonana ukudile nzangu ya sangile. Wadile nzangu ya sangile. Nzangu musopuli ka mabandu. Vandi limon Moussa Dibong, Paris vend limon. Qui vend limon, Moussa Dibong. Je ne sais pas si vraiment tu m'as compris, tu as entendu, mais je ne sais pas si tu m'as compris. Donc c'est à toi de faire un petit résumé par rapport à ma réaction à Nipounou. Voilà, merci M. Marambading. M. Marambading faisait le résumé de ce débat. Préservons nos us et coutumes. Pourquoi? Effectivement, il est allé plus loin pour nous rappeler que les Bantous, et comme toute société, comme toutes ces civilisations, chacun doit défendre son identité. Et c'est comme ça que même dans le monde qui est devenu un village planétaire, pour faire les échanges, il faut donner et recevoir. Qu'est-ce qu'on peut donner? Est-ce qu'il faut seulement recevoir? Mais nous devons être nous pour aussi donner. Nous vous remercions et nous nous retrouverons dans une quinzaine de jours. Bonne soirée.